Monsieur, pourriez-vous faire semblant d'être mon papa, juste pour une journée? Supplia la petite fille au PDG. Excusez-moi, j'ai commandé de l'eau plate, pas gazeuse, dit Rachel oblique. La voix froide et sèche en posant fermement la bouteille sur le comptoir. La caissière, à peine sortie de l'université, cligna des yeux en regardant le reçu dans sa main. Décontenancé. Je suis désolé, monsieur, je pensais. Vous avez mal pensé. Et maintenant je suis en retard pour une réunion. Rachel ajusta le poignet de sa veste de costume bleu marine, son ton sec mais sans élever la voix. Il ne criait pas, il n'en avait jamais besoin. Sa présence suffisait à faire tout le bruit pour lui, derrière lui. La file d'attente à la supérette du coin de Manhattan s'impatientait. Le faible bourdonnement des murmures new-yorkais commençait à s'agiter. Soupirs frustrés, regards impatients, subtil hochement de tête. Mais Rachel s'en moquait. La précision était sa devise. Les erreurs, aussi petites soient-elles, n'était pas acceptable. Puis, perçant l'air tendu, une voix, minuscule, aiguë et d'une clarté surprenante, retentit derrière lui. « Monsieur, pourriez-vous faire semblant d'être mon papa, juste pour une journée ?» Rachel se retourna. À quelques pas de là se tenait une petite fille, pas plus de 6 ans, avec des boucles dorées encadrant un visage rond et sérieux. Ses yeux, immenses et d'un bleu océan, le regardaient avec une sincérité terrifiante. Elle portait un sweat à capuche rose délavé et des chaussettes dépareillées aux couleurs fluo. Derrière elle, une jeune femme se précipita, essoufflée, le visage rouge de panique. « Anna !» halta-t-elle en s'accroupissant pour saisir doucement les épaules de l'enfant. « Ma chérie, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. » La femme leva les yeux, troublée. Ses cheveux, d'un blond clair tombant en vagues lâches, étaient rassemblés en une tresse désordonnée. Elle portait un manteau beige usé, des baskets éraflées et l'épuisement indubitable de quelqu'un qui ne s'était pas assis depuis des jours. Mais ses traits étaient saisissants, même sous la fatigue. « Je suis tellement désolée, dit-elle à Rachel, en ramenant Anna vers elle. Elle dit juste des choses parfois, elle ne voulait pas dire. Si, je le voulais, l'interrompit Anna, les yeux grands ouverts. Mais demain, c'est la journée des papas à l'école et tout le monde amène son papa. Je n'en ai pas, mais j'ai pensé qu'il pourrait peut-être aider. Rachel la fixa. Un instant, il oublia complètement l'eau, la file d'attente, la réunion. Il y avait quelque chose dans la façon dont la petite fille le regardait, sans peur, sans filtre, qui désarmait chaque mur soigneusement construit qu'il avait érigé. « Je suis tellement désolé, répéta la femme, essayant d'entraîner Anna vers la porte. Nous allons partir. Nous sommes vraiment désolés. Attendez, dit Rachel. Elles se figèrent toutes les deux. Rachel cligna des yeux une fois, puis regarda directement la femme. Votre fille, dit-il doucement. Comment s'appelle-t-elle? Anna, répondit-elle en hésitant. Anna Grace. Anna, je m'appelle Anna, répéta-t-il comme pour l'essayer. Je travaille à la bibliothèque l'après-midi, ajouta-t-elle maladroitement. Et le soir au restaurant sur la 14e. Nous ne demandons rien, je vous le promets. Elle juste, sa voix faiblit. Elle ressent le manque de quelque chose qu'elle n'a jamais. Rachel regarda de nouveau Anna, elle se tenait à côté de sa mère, petite et incroyablement pleine d'espoir. La plupart des enfants se seraient déjà cachés derrière leurs parents, mais pas elle. Elle soutenait son regard comme si cela signifiait tout. Il se surprit à demander « Qu'est-il arrivé à son père ?» Anna hésita, puis répondit d'une voix douce « Il est décédé quand elle avait 2 ans. Dans un accident de voiture. » Elle ne s'en souvient pas. La file derrière eux était devenue silencieuse. Rachel prit une inspiration. Dans son esprit, il vit son propre reflet dans les vitres des salles de conseil, dans des appartements vides, dans l'écho de pas qui n'attendaient jamais personne. Il avait passé des années à perfectionner l'art de partir le premier, mais maintenant, au milieu d'une petite supérette, une petite fille lui demandait de rester juste pour une journée. « Demain, dit-il lentement, à quelle heure est la journée de papa ?» Anna cligna des yeux. « À son école. 10 heures du matin. Mais vous n'êtes pas obligé de. »« J'y serai, dit-il. » Les yeux d'Anna s'illuminèrent comme des lumières de Noël. « Vraiment, murmura-t-elle. » Rachel hocha la tête une fois, mais juste pour une journée. Elle rayonna. Et Anna, trop abasourdie pour parler, regarda l'homme qui semblait posséder toute la ville s'accroupir au niveau d'Anna et dire, avec une pointe de quelque chose qui ressemblait dangereusement à un sourire, « Tu ferais mieux de préparer un bon programme. Je ne supporte pas le chaos. » Anna gloussa et Rachel de Blake, l'homme le plus froid de Wall Street, sortit du magasin. Non pas avec de l'eau plate, mais avec une promesse qu'il n'avait jamais vue venir. Le lendemain matin, le vent était vif, frôlant les murs des bâtiments usés comme pour rappeler à la ville de ne pas oublier à quel point il pouvait faire froid. Anna était assise à côté de Rachel sur un banc devant l'école d'Anna, ses mains serrées autour d'un gobelet en carton de café tiède. « Elle ne comprend pas vraiment ce que cela signifie, d'avoir un papa, dit doucement Anna, rompant le silence entre eux. Elle n'était qu'un bébé quand il est décédé. Mais les enfants remarquent les choses.
Il remarque ce qui manque. Rachel baissa les yeux vers le trottoir où Anna sautillait sur le bord du trottoir. En équilibre comme une funambule, son petit sac à dos rebondissait à chaque pas. Elle portait un ruban jaune pâle dans les cheveux, un peu de travers. « Elle est brillante, dit-il. « Elle est tout pour moi, répondit Anna. Rachel ne dit rien, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux. Sa montre scintillant à la lumière. « Je ne voulais pas qu'elle vous mette dans l'embarras hier, ajouta Anna. Elle est un peu différente, spéciale. Mais d'une manière qui lui fait ressentir les manques plus que les autres enfants. Les enfants, ce n'est pas mon truc, dit Rachel, toujours aussi direct. Je ne pensais pas, répondit Anna. Presque en souriant. C'est pourquoi j'essaie encore de comprendre pourquoi vous avez dit oui. Il se tourna pour la regarder alors, vraiment la regarder. Elle était fatiguée, c'était évident, mais il y avait aussi quelque chose de fort en elle. Quelque chose qui avait résisté à des tempêtes que la plupart des gens ne voyaient pas venir. J'essaie de le comprendre moi-même, dit-il doucement. Juste à ce moment, Anna courut vers eux, essoufflée et radieuse. Allez, c'est presque l'heure. Ils ont dit d'amener nos papas dans la salle de jeu. Rachel se leva, redressant son manteau. Il n'hésita qu'une seconde avant de tendre la main. Anna la saisit sans réfléchir, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Alors qu'il entrait dans l'école, Anna les suivait, observant la façon dont sa fille regardait Rachel. Comme s'il était quelqu'un en qui elle avait déjà confiance, comme s'il avait toujours été là. La classe était un tourbillon de peinture au doigt, de forts en carton et de bas en papier de construction sur lesquels on pouvait lire papa. Moi, Rachel détonnait complètement. Un bloc d'acier en tenue d'affaires au milieu d'un océan de baskets et de vestes en polaire. Mais Emma s'en moquait. Elle le tira à travers chaque atelier, gloussant alors qu'il essayait maladroitement de découper des formes et de jouer à la marelle. Les autres parents le regardaient avec curiosité. Quelques-uns le reconnaissant des pages financières, mais personne n'osa l'approcher. Puis vint l'heure du compte. Tous les enfants se blottirent sur des POUFS pendant que leur part leur lisait des histoires. Anna grimpa sur les genoux de Rachel, s'y installa comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et lui tendit un livre avec une couverture dessinée au crayon. « Mon papa est un super-héros. » Rachel hésita. « Lis-le, » murmura Anna, et il le fit, sa voix, si souvent utilisée pour les stratégies de conseil d'administration et les appels aux investisseurs, s'adoucit à chaque ligne qu'il lisait. À mi-chemin, Anna se pencha en arrière contre sa poitrine et ferma les yeux. « On se sent en sécurité avec toi, » murmura-t-elle, comme avec un vrai papa. La poitrine de Rachel se serra. Il leva les yeux et vit Anna debout juste derrière la fenêtre, les regardant. Ses yeux brillaient. Il baissa les yeux sur la petite fille dans ses bras. Elle ne voulait pas d'argent, elle ne voulait pas de promesses, elle voulait juste une main à tenir. Juste pour une journée. Et d'une manière ou d'une autre, Rachel réalisa qu'il voulait être cette main, même s'il ne savait pas encore pourquoi. Le jour suivant arriva comme une promesse silencieuse. Le ciel était d'un gris doux, les rues humides d'une pluie nocturne, mais à l'intérieur de l'école maternelle, les rires résonnaient et des affiches aux couleurs vives couvraient les murs. Journée des papas était griffonnée en lettres de crayon sur une bannière suspendue au-dessus d'eux. L'entrée de la classe. Rachel se tenait à côté d'Anna à la porte, ajustant les poignets de son manteau sur mesure. Il avait troqué son habituel costume de pouvoir pour un look plus doux, un pantalon sombre, un pull marine et une chemise impeccable. Pourtant, il dégageait toujours la précision et le contrôle. Un homme bâti pour les salles de conseil, pas pour les POUFS. Anna tira sur sa main, ses yeux pétillants d'anticipation. « Prête » demanda-t-elle. « Même pas proche » marmonna-t-il, mais il la suivit quand même à l'intérieur. Les enfants étaient partout, riant, jouant, rebondissant avec l'hyperénergie que seul le sucre et l'excitation pouvaient produire. Des papas s'accroupissaient à côté de circuits de train, manipulaient maladroitement des bâtons de colle et lisaient des livres d'images à voix haute avec des intonations exagérées. En entrant, Anna se tint droite et fière au milieu de la pièce. « C'est mon papa » annonça-t-elle, sa voix forte et douce. « Juste pour aujourd'hui. » Tous les regards se tournèrent. Certains papas jetèrent un coup d'œil à Rachel, surpris. Une mère près de la porte chuchota à une autre, les yeux écarquillés. L'enseignante, Madame Lane, cligna des yeux 2 fois avant de s'avancer. « Monsieur Blake » dit simplement Rachel en lui serrant la main. « Eh bien, bienvenue, Monsieur Blake. Nous sommes si heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. » Anna rayonna. Ils passèrent d'un atelier à l'autre. Rachel teignit un arc-en-ciel bancal avec Anna, ses coups de pinceau d'abord raides, puis plus souples. Elle lui fit porter une couronne en papier avec de la colle à paillettes et des autocollants de travers. Il refusa de participer à l'heure du chant, mais de justesse. À la table de pâte à modeler, Anna modela une petite famille de 3, une petite fille, une maman aux cheveux blonds et un grand en costume avec des lunettes rondes en pâte à modeler. « C'est nous » murmura-t-elle juste pour aujourd'hui. Rachel fixa les figurines, la mâchoire serrée. Puis vint l'heure du cercle. Les enfants se rassemblèrent en rond, chacun assis à côté de son père.
Madame Lin frappa dans ses mains. D'accord, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire. Elle peut être réelle ou imaginaire. Quelque chose à propos de votre papa qui vous rend heureux. Ragel sentit Anna lui serrer la main. Elle se leva, petite et radieuse, regardant autour du cercle. Mon papa m'emmène dans des aventures. Commença-t-elle. On fait de grandes promenades dans les villes et on prend le thé avec des tigres. Il porte une cape sous ses vêtements de travail et ne laisse jamais entrer les monstres dans le placard. Il me lit des histoires qui me font rêver. Il est fort et silencieux, mais quand je ris, il rit aussi. La pièce se tut. Même les enfants les plus distraits s'arrêtèrent pour écouter. Et parfois, ajouta-t-elle, sa voix tremblant juste un peu, il apparaît. Juste quand j'ai besoin de lui. Rachel clignait des yeux, le regard fixé sur elle. Anna se tourna et se rassit à côté de lui. Glissant sa petite main dans la sienne sans un mot, il la serra fort. Madame Lane s'éclaircit la gorge. Merci, Anna. C'était magnifique. De l'extérieur de la fenêtre, Anna observait toute la scène. Elle était venue déposer le panier repas d'Anna. Mais quand elle vit Rachel agenouillée sur le tapis à côté de sa fille, portant une couronne en papier et tenant des mains en pâte à modeler, elle ne put se résoudre à les interrompre. Puis elle entendit la voix d'Anna à travers la vitre. Chaque mot la transperça plus profondément que le précédent. Des larmes emplirent ses yeux et coulèrent silencieusement alors qu'elle pressait une main contre la fenêtre, submergée par ce qu'elle voyait. Pas une mascarade, pas une performance, mais quelque chose de réel. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru que sa fille pourrait ressentir. À l'intérieur, Anna appuya sa tête contre le bras de Rachel. « Tu te débrouilles vraiment bien, murmura-t-elle. Il baissa les yeux vers elle, incapable de parler. Car quelque chose dans sa poitrine s'était fissuré et il n'était pas sûr de vouloir que cela se referme. Ce soir-là, alors que la ville brillait au crépuscule et que le trafic murmurait en contrebas, Rachel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il fit une réservation pour le dîner pour 3 personnes, pas de partenaire d'affaires. Pas d'assistant, pas de hochement de tête silencieux autour d'un steak et de fusion. Juste une petite fille aux boucles dorées, sa mère tranquillement radieuse, et l'homme qui commençait à se demander si les murs qu'il avait construits autour de lui valaient ce qu'il lui avait coûté. C'est juste pour clore le chapitre, s'était dit Rachel dans les invitant. Pour conclure les choses proprement. Mais au moment où Anna poussa un cri de joie en le voyant attendre devant le petit bistrot, Rachel sut que rien de tout cela ne serait simple. Ils s'assirent à une table dans un coin, près de la fenêtre. Une musique douce jouait. Les lumières étaient tamisées et chaleureuses. Anna gigotait sur son siège, feuilletant le menu pour enfants. « Est-ce qu'ils ont du macaroni au fromage avec les morceaux croustillants dessus ?» demanda-t-elle. « Maintenant, oui, » dit Rachel avec un demi-sourire en faisant signe au serveur. Anna rit doucement, secouant la tête. « Vous n'êtes pas obligé de la gâter. Juste pour ce soir, dit-il. Ce n'est pas grave. » Alors que le dîner arrivait, la conversation coula plus facilement que ce à quoi Rachel s'attendait. Anna bavardait sans arrêt, lui parlant de ses livres d'images préférés, de la drôle de tête que faisait son poisson rouge quand on le nourrissait, et de son projet de devenir un jour médecin pour dauphins et astronautes. Mais ensuite, au moment du dessert, cela arriva. Anna se tourna vers lui, complètement à l'aise, et dit « Papa, je peux te montrer mon dessin maintenant ?» Anna se figea. Elle ouvrit la bouche pour la corriger. Mais Rachel l'arrêta doucement d'un regard et d'un sourire. « Juste pour ce soir, répéta-t-il doucement. Anna sortit un papier plié de son sac à dos et le posa sur la table. C'était un dessin au crayon. Inégal mais plein de joie. 3 bonshommes allumettes se tenaient sous un soleil jaune, un grand, un moyen, un tout petit. Tous souriants. Au-dessus, en lettres capitales colorées, elle avait écrit « Moi, maman et mon papa ». La gorge de Rachel se serra. Il fixa le papier comme si c'était le miroir d'une vie qu'il n'avait jamais osé imaginer. « C'est nous, » dit Anna fièrement. « Je l'ai dessiné après l'école. » Rachel ne parla pas. Il ne le pouvait pas. Le silence qui suivit était lourd, non pas gênant, mais sacré. Puis, lentement, Rachel posa sa fourchette et regarda de l'autre côté de la table. Sa voix était calme et se brisa. Sur les bords. « J'ai un fils, dit-il. Et une femme, elle s'appelait Elise. Notre garçon s'appelait Hims. Il avait les cheveux noirs. Et posait de grandes questions. Il voulait savoir comment tout fonctionnait. » Anna le regarda doucement, attendant. « J'ai manqué son premier projet de classe. Celui où les papas viennent aider à construire des volcans, continua Rachel. Je lui avais dit que je serais là pour le prochain, que j'avais du travail. Toujours du travail. » Il regarda par la fenêtre un long moment, puis de nouveau vers eux. « Ce matin-là, Élise m'a supplié d'y aller. Mais je lui ai dit que j'avais une réunion que je ne pouvais pas manquer. Alors elle l'a emmené seule. » Ses mains se crispèrent lentement sur la table. Ils ont été percutés par un conducteur ivre à 2 rues de l'école. Anna laissa échapper un souffle silencieux. La voix de Rachel baissa. À peine audible, ils sont morts sur le coup. Le silence retomba, plus épais maintenant, brut de douleur partagée. « J'étais trop en retard, murmura-t-il. J'ai manqué tous les moments qui comptaient.
Et maintenant je vis avec le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Ses yeux étaient rouges, sa voix éraillée. Mais aucune larme ne tomba. Il ne s'était pas permis de pleurer depuis l'enterrement. De l'autre côté de la table, Anna tendit lentement la main et posa la sienne sur la sienne. Elle ne dit pas désolé, elle ne parla ni de destin ni de guérison. Elle lui tint simplement la main comme si c'était quelque chose de sacré. Peut-être que vous avez manqué ces moments-là, dit-elle, sa voix douce comme une promesse. Mais vous n'êtes pas obligé de les manquer maintenant. Chaque enfant veut quelqu'un qui sait. Anna n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de présence. Rajel la regarda, stupéfait par la grâce de ses mots, pour la première fois depuis des années. Quelqu'un voyait tout de lui et ne détournait pas le regard. Puis il sentit une petite main sur sa joue. Anna s'était levée sur son siège et s'était penchée, sa petite paume chaude contre son visage. « Si tu étais un mauvais papa avant, murmura-t-elle, peut-être que maintenant tu peux être un bon pour moi. » Son cœur se brisa. Il la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était faite de quelque chose d'irremplaçable. « Je ne te mérite pas, suffoqua-t-il. » La voix d'Anna n'était pas plus forte qu'un souffle. « Mais je t'ai choisi quand même. » Et à ce moment-là, le passé ne disparut pas, mais il cessa de gagner. C'est arrivé un jeudi après-midi. Les mains d'Anna tremblaient alors qu'elle pliait son tablier et le posait sur le comptoir. Le gérant du restaurant, un homme chauve avec un presse-papier et une grimace permanente, refusait de la regarder dans les yeux. « Je ne veux pas de drame, dit-il sèchement. Mais nous ne pouvons pas avoir d'employés mêlés à des personnalités du monde des affaires. Surtout pas avec l'entreprise qui possède ce bâtiment. » Le cœur d'Anna se serra. « Je ne savais même pas jusqu'à récemment qu'il était. » Il la coupa. « Vous l'avez amené ici, vous avez déjeuné avec lui en uniforme, les clients parlent. Quelqu'un en a entendu. Ce n'est pas une bonne image. Il pense que vous essayez de manigancer quelque chose. » « Ce n'était pas le cas, dit-elle, presque en suppliant. Jamais je ne. J'en suis sûr, dit-il. Mais la perception est tout ce qui compte. Et c'était tout. Quelques heures plus tard, Anna était assise sur un banc usé à l'arrêt de bus. Son manteau bien roulé autour d'elle et Anna blottie contre son flanc. La petite fille ne comprenait pas pourquoi les mains de sa mère tremblaient ou pourquoi elle n'avait pas parlé depuis 15 minutes. Elle savait juste que quelque chose n'allait pas. « Maman, murmura Anna, on a des ennuis ?»« Non, ma chérie, suffoqua Anna. Pas des ennuis, juste fatiguée. » Ses yeux la piquaient, sa tête lui faisait mal. Et tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à la vitesse à laquelle tout ce qui était bon s'échappait dès qu'elle osait croire que cela pourrait durer. Puis, de phare, une voiture noire et élégante s'arrêta au bord du trottoir, la portière arrière s'ouvrit. Et avant même que le moteur ne soit coupé, Rajel sortit. Il regarda autour de lui une fois, puis les vit, blottis l'une contre l'autre sous un lampadaire vacillant. Anna leva les yeux, surprise, s'essuyant rapidement le visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Mais il ne lui répondit pas. Au lieu de cela, il se dirigea droit vers Anna, s'agenouilla sur le trottoir et la regarda dans les yeux. Sa voix était basse, féroce d'émotion. « Personne ne fera de mal à ta maman, pas tant que je serai là. » Anna cligna des yeux, surprise, puis sourit, lentement, doucement, et enroula ses bras autour de son cou. Anna les fixa, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Elle a perdu son travail, » dit Rajel en la regardant. « À cause de moi. »« Ce n'est pas ta faute, » murmura Anna. « Si, ça l'est, » dit-il en se levant. « Et je n'ai pas l'intention de laisser les choses en l'état. » 2 jours plus tard, Anna entra dans les bureaux de la Fondation Blake, une branche philanthropique discrète mais puissante de l'entreprise Rajel. Elle avait à peine franchi le seuil qu'elle entendit, de petits pieds courant dans le couloir. « Papa !» La voix d'Anna retentit comme un rayon de soleil. Rajel se retourna juste à temps pour la rattraper alors qu'elle sautait dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme s'il était son monde entier. « Est-ce que ta petite fille t'a manqué, papa ?» Rajel la serra fort, souriant doucement. Toujours, tout le monde dans le hall regardait. Mais personne ne dit un mot. L'homme qu'il n'avait connu que comme le Rajel de Blake, impitoyable et calculateur, était tout autre à cet instant. Il posa Anna, puis se tourna vers Anna. « Je te veux ici, » dit-il, comme mon assistante personnelle pour la fondation. J'ai besoin de quelqu'un qui se soucie des gens. Et toi, tu n'as jamais cessé de donner, même quand cela t'a coûté. Anna déglutit difficilement. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit-il. C'est une seconde chance pour nous deux. Elle regarda Anna, qui tenait toujours sa main, et réalisa quelque chose de profond et de vrai. Peut-être que les secondes chances n'arrivaient pas enveloppées de perfection, mais elles arrivaient enveloppées de présence, et c'était suffisant. Cela s'est fait progressivement, comme le printemps s'insinuant dans la pièce après un long et rude hiver. Ils n'ont jamais parlé, n'ont jamais déclaré un nouveau départ ni franchi de ligne officielle, mais d'une manière ou d'une autre, quelque part entre les trajets à l'école et les dîners tardifs, les histoires du soir et les courses, ils devinrent tous les trois quelque chose de plus qu'une coïncidence. Ils devinrent une famille. Rajel commença à quitter le travail plus tôt, non pas par obligation,
Mais parce qu'il voulait lire une histoire à Anna avant de dormir, il ramenait des livres sur l'espace. Les animaux et des monstres rigolos qui se brossaient les dents, il faisait des voix. De mauvaises voix, mais Anna les adorait. Chaque soir, elle grimpait sur ses genoux, se blottissait contre sa poitrine et murmurait « Encore une page, papa ». Et chaque soir, il disait oui. Anna observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Un sourire tranquille aux lèvres. Elle essayait de ne pas y voir plus qu'il n'y avait. De ne pas tomber dans quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Mais elle était déjà en train de tomber. Elle aimait la façon dont Rageux laçait les chaussures d'Anna trop serrées et devait les refaire. 2 fois. Elle aimait la façon dont il gardait un élastique à cheveux de rechange dans la poche de son manteau, juste au cas où. Elle aimait la façon dont il la regardait, comme s'il la voyait elle. Non pas seulement comme une mère célibataire ou un fardeau, mais comme quelqu'un de valeur, et cela la terrifiait. Car elle avait déjà connu l'espoir et savait ce que l'on ressentait quand il vous filait entre les doigts. Un vendredi soir, Anna rentra de l'école inhabituellement silencieuse, elle repoussa son dîner. Puis s'appuya contre Rachel sur le canapé, le visage chaud et pâle. « Ma chérie ?» Anna s'agenouilla à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai mal au ventre, » murmura Anna. 1 heure plus tard, elle avait 39,4 de fièvre. Anna paniqua, passant des compresses froides sur le front de sa fille, appelant le pédiatre. Vérifiant les symptômes, Rageux resta calme jusqu'à ce qu'Anna se mette à pleurer dans son sommeil. Et alors, il ne fut plus calme. Il s'assit à côté de son lit, lui tenant la main, écartant ses boucles humides de son visage. « Tout va bien » murmura-t-il, « tu es en sécurité. Je suis là. » Mais Anna s'agita, sa voix un gémissement brisé. « Ne me quitte pas toi aussi, papa. » Rageux se figea. Chaque partie de lui se brisa d'un coup. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Pas à l'enterrement, pas dans les mois qui suivirent. Mais maintenant, alors que cette petite voix perçait l'obscurité, il craqua. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues alors qu'il se penchait et la prenait dans ses bras. Elle était brûlante, son petit corps tremblant. Il la serra fort, la berçant doucement. « Je suis là, suffoqua-t-il, je ne vais nulle part. Je te le promets. » Il resta ainsi toute la nuit. Ne bougea pas, ne dormit pas, il la tint simplement, lui murmurant des mots de réconfort jusqu'à ce que sa fièvre tombe à l'aube. Quand Anna entra dans la chambre le lendemain matin, elle les trouva toujours sur le jogging-chair, Anna blottie, dormant paisiblement. Et Rachel brisé en pleine guérison à la fois. Ses yeux étaient rouges, sa chemise était trempée de sueur et de larmes. Mais ses bras étaient stables. Il leva les yeux vers Anna, quelque chose de brut et d'indicible sur son visage. Et elle sut, il s'était enfin permis de le ressentir. Pas seulement le deuil, mais l'amour, un amour réel, terrifiant, magnifique. Et elle sut à ce moment-là qu'aucun d'eux ne serait plus jamais le même. On ne l'avait pas vu depuis des années. Daniel Max, le beau-frère d'Anna, le seul parent vivant du côté de son défunt mari, se présenta un dimanche matin sans prévenir, avec une expression sévère et un costume trop raide pour être sincère. « J'ai entendu dire que tu laissais un PDG jouer à la poupée avec ma nièce, » dit-il froidement. Debout sur leur porche, « Ce n'est pas une famille, Anna, c'est de la convenance. » Anna resta figée, ses bras protégeant instinctivement la porte derrière elle. « Tu ne l'as même jamais rencontré, » dit-elle doucement. « C'est exactement pour ça que je veux changer ça. Je dépose une demande de tutelle légale. Tu crois qu'un milliardaire peut lui donner ce dont elle a vraiment besoin, la stabilité, la morale, ricana-t-il. Tu ne réfléchis pas clairement, tu es juste désespéré. » Rageux se tenait derrière elle, silencieux, les poings serrés sur les côtés. Le cœur d'Anna s'emballa, son monde basculant soudainement. Elle s'était battue si longtemps pour construire quelque chose de doux, de sûr. Et maintenant quelqu'un d'un passé qu'elle avait enterré tentait de le lui arracher. Le tribunal était froid. Bien plus froid que les rues enneigées à l'extérieur. Des rangées de bancs en bois se dressaient, rigides et silencieux comme les personnes assises dessus. Le juge siégeait en hauteur, vêtu de noir, les yeux illisibles tandis qu'il feuilletait le dossier. À l'avant, la petite Anna était assise à côté de Rachel, ses petits doigts fermement serrés autour de sa main. Ses pieds pendaient au-dessus du sol sans pouvoir l'atteindre. Mais sa présence remplissait l'espace comme si elle était la plus grande personne de la pièce. En face d'eux était assis Daniel Max, rigide, impeccable et fier. Il se pencha en avant sur la table, les yeux vifs et déterminés. « Cet homme, » dit Daniel en désignant Rachel du doigt, « n'est pas de la famille. C'est une distraction temporaire, un riche étranger qui connaît cet enfant depuis quoi ? 2 semaines, des mois. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Anna, et ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est le sort. La stabilité, pas un fantasme bâti sur des contes de fées. » Des murmures parcoururent la foule. Le juge leva la main. « Et l'amour a-t-il de l'importance dans ce tribunal, monsieur Max ?» Daniel hésita. La question le prit au dépourvu. « Bien sûr que oui, mais l'amour n'annule pas la responsabilité ou la biologie. » Le juge hocha la tête, pensif, puis un son se fit entendre, doux, à peine audible au début, une chaise qui bouge.
Une petite silhouette qui se lève, Anna. Elle se leva du banc des témoins, un peu chancelante, mais brûlant de détermination. Elle serra encore plus fort la main de Rachel en se dirigeant vers le centre de la pièce, tous les yeux la suivant. L'huissier fit un pas en avant, incertain, mais le juge fit signe de garder le silence. Anna s'arrêta devant le banc et leva les yeux. « Je m'appelle Anna Grace, dit-elle, la voix tremblante mais claire, et j'ai déjà un papa. » Des exclamations éclatèrent derrière elle. Daniel cligna des yeux, stupéfait. « Il me lit des histoires tous les soirs, » continua Anna, le menton légèrement relevé. « Il ne crie jamais. Il fait sourire maman. Il me tient la main quand j'ai peur et il ne me fait jamais sentir petite. » Le silence se fit dans la salle d'audience. Anna se tourna vers Rachel. « Je n'en veux pas un nouveau, dit-elle. Je l'ai déjà choisi. » Rachel cligna fortement des yeux, sentant les larmes lui monter. Le juge se pencha lentement en arrière, expirait après un long moment. Dit avec une autorité tranquille à la lumière du témoignage émouvant, du lien manifeste entre l'enfant et M. Leïc et de l'absence d'une relation stable antérieure avec M. Max. Ce tribunal rejette la demande de tutelle. Un souffle brusque s'échappa des lèvres d'Anna, sa main se portant à sa bouche. Anna courut vers Rachel et se jeta dans ses bras, sa tête pressée contre sa poitrine. Et pour la première fois, Rachel ne se sentit pas comme un homme faisant semblant de protéger un enfant. Il se sentit comme un père, pleinement, finalement, pour toujours. La lettre arriva une semaine plus tard, papier couleur crème. Un seau audacieux dans le coin. Anna la tenait dans ses mains tremblantes, ses yeux parcourant les mots encore et encore. Un poste de chercheuse dans l'un des meilleurs instituts de développement de Boston. Tout ce dont elle avait rêvé à l'université avant Anna, avant les difficultés, avant Rachel. Elle se tenait dans la cuisine, regardant par la fenêtre givrée la ville à l'extérieur saupoudrée d'une neige douce. Elle ne l'entendit pas au début. Juste le grincement silencieux du parquet quand Rachel se plaça derrière elle. « Tu l'as su, dit-il doucement. » Elle hocha la tête, mais sa voix était basse. « Je n'y vais pas. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que c'est trop loin. Anna est heureuse, tu es ici. Ça, dit-elle en désignant la vie qu'il avait construite, ça compte plus. » Rachel s'approcha, sa voix ferme et gentille. « Anna, on n'abandonne pas ses rêves. On les emmène avec soi. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Mais si je perds ce que nous avons ?» Rachel n'hésita pas. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens comme par instinct. « Alors ce n'était pas assez réel pour commencer, dit-il, mais je crois que ça l'est. » Elle le regarda. Le même homme qui se tenait autrefois dans une supérette comme s'il possédait le monde, se tenant maintenant devant elle comme si elle était son monde entier. Et cette fois, elle ne fuit pas l'espoir. Elle s'y abandonna. Une semaine plus tard, Rachel organisa ce qu'Anna appellerait le meilleur dîner de tous les temps. Ils entrèrent dans le jardin sur le toit de son immeuble, désormais transformé avec des guirlandes lumineuses chaleureuses et une petite table dressée pour 3. La neige bordait les bords du sentier en pierre comme du sucre glace, des bougies vacillaient doucement dans la brise. Anna poussa un cri de joie en voyant les cupcakes. Mais ses yeux se posèrent sur une petite boîte au centre de son assiette. Son nom était écrit dessus de la main de Rachel. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. « Ouvre-la, » sourit Rachel. À l'intérieur, niché sur du velours, se trouvait un délicat collier en argent. Sur la petite breloque, un mot gravé, « Famille Rodos, pour toujours », Anna halta. « C'est pour moi ?» Rachel s'agenouilla à côté d'elle. « Tu m'as appris ce que signifie la famille, dit-il, et je veux que tu saches que, peu importe où la vie nous mènera, tu m'auras toujours. » Anna enroula ses bras autour de son cou en gloussant. « Tu es mon papa pour toujours maintenant. » Rachel l'embrassa sur le haut de la tête, la gorge serrée. Puis il se leva, se tourna vers Anna et sortit une deuxième boîte de la poche de son manteau. « Anna, dit-il doucement, toi et Anna êtes entrés dans ma vie comme une tempête. D'une manière ou d'une autre, vous en avez fait un foyer. » Elle couvrit sa bouche, déjà tremblante. « Cette fois, dit-il, je ne fais pas semblant. Je ne veux pas de temporaire, je ne veux pas de convenance, je veux du vrai. » Il ouvrit la boîte, une bague simple, intemporelle. « Veux-tu être ma famille, pour de vrai ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Anna. Elle hocha la tête, incapable de parler, et tomba dans ses bras. Anna frappa dans ses mains. « Je peux être la demoiselle d'honneur ?» Rachel rit, tenant toujours Anna. « Tu seras bien plus que ça. » 6 semaines plus tard, la chapelle était petite, ensoleillée, pleine de rires et de roses blanches. Anna descendit l'allée la première, dans une robe blanche avec une ceinture qui scintillait et un sourire fier qui ne s'effaça jamais. Elle jetait des pétales en petits tas maladroits et saluait chaque invité. Rachel se tenait à l'autel, son costume impeccable, ses mains ne tremblant que légèrement, quand Anna apparut, radieuse dans une simple robe ivoire. Il oublia comment respirer. Leurs vœux n'étaient pas répétés, pas poétiques, juste réels. « Je ne croyais pas aux secondes chances, » dit Rachel, « jusqu'à ce que je rencontre 2 filles qui m'ont donné envie de devenir quelqu'un digne d'être aimé. Je pensais que l'amour signifiait le sacrifice, » murmura Anna.
Mais tu m'as montré que cela peut aussi signifier un foyer. Anna se tenait à côté d'eux, rayonnante, c'est maintenant fermement les leurs. À la fin de la cérémonie, Rajol la souleva et l'embrassa sur le front. C'est toi qui m'as choisi en premier, tu te souviens, dit-il en souriant à travers les larmes. Et elle murmura en retour, fière et sûre, le meilleur choix que j'ai jamais fait. Cette nuit-là, alors que la neige tombait tranquillement dehors. Ils dansèrent tous les trois dans le salon, pieds nus, riant. Sans autre musique que leur propre joie, une vraie famille, pour toujours. Et voilà l'histoire de la simple question d'une petite fille qui a changé 3 vies pour toujours. Parfois, l'amour n'arrive pas en grande pompe. Parfois, il murmure à travers la voix d'un enfant. À travers les secondes chances et le courage de croire que la famille, ce n'est pas toujours ceux avec qui l'on est, c'est ceux que l'on choisit. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait croire en la guérison, en la rédemption et en le pouvoir silencieux de la présence, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner à Soulstojim Story. Ici, nous vous apportons des récits qui vous émeuvent. Des histoires qui vous rappellent la beauté de l'esprit humain et comment même un étranger peut devenir votre pour toujours. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à garder espoir, car les plus petites voix peuvent nous ramener à la maison.